Mesdames, Messieurs, bonsoir à vous tous. Je prends la parole ce soir en premier pour présenter nos hôtes, s'il en était besoin d'ailleurs. Je m'appelle José González, je suis le secrétaire de cette circonscription et conseiller municipal du Front National, bien évidemment, sur Allo. Alors, je vous remercie d'avoir pris le temps de venir nous écouter. Il y a parmi vous pas mal de visages connus, des visages inconnus aussi. C'est très bien de prendre le temps de venir écouter le Front National. Au moins, lorsque vous vous prononcerez lors des élections, vous saurez pourquoi. Je ne vais pas prendre la parole bien longtemps, mais avant de présenter nos hôtes, je voudrais mettre à l'honneur simplement les deux conseillers municipaux qui sont élus avec moi sur cette petite commune d'Allo. J'ai nommé Véronique Seguin, qui a organisé cette petite manifestation. Véronique Seguin, qui a été mon binôme, comme j'ai été le sien d'ailleurs, aux dernières élections départementales, et où nous avons mené le Front National, ou plutôt le Front National nous a mené au premier rang de tous les partis politiques de ce canton, comme d'ailleurs dans tous les départements. Au second tour, malgré l'opposition de tous nos concurrents ou adversaires, nous avons atteint un score honorable de 48%, comme dans la plupart des cantons du département. D'autres sont arrivés un petit peu plus loin, mais tout cela pour vous dire que contre toute adversité, nous ne sommes pas loin. Nous ne sommes pas loin de crever ce fameux plafond de verre qui explosera comme du verre sécurite d'ailleurs en 1000 morceaux et ouvrira une voie royale au Front National. Le second élu, alors je ne parle que des élus d'Allo, bien entendu, excusez-moi pour tous les autres qui sont venus nous soutenir, mais nous sommes sur Allo, correction. Et le troisième élu, c'est Alain Forestier, c'est lui qui a installé cette sonorisation. Je voulais simplement dire que, comme un miroir fidèle, tous ces applaudissements, merci pour eux, mais je les retourne à tous les militants. Parce que pour être élu, il faut avoir des militants. Pour être élu, il faut une liste, surtout sur un scrutin de liste. Donc bravo à vous, parce que vous nous avez aidés à être élus. Bravo à tous les militants, ceux qui nous aident à tracter, coller des affiches, mais surtout et aussi à ceux qui vont garder les bureaux de vote. Je souligne que c'est aussi là, en gardant les bureaux de vote, qu'on peut gagner une élection. On évite de se faire voler nos voix. Alors je ne saurais trop vous inciter à nous aider sur ce plan aussi. Inscrivez-vous, je vous en prie. Sacrifiez un dimanche ou deux. Nos parents, nos grands-parents ont sacrifié bien plus pour sauver la patrie. Aidez-nous dans ce sens, s'il vous plaît. Donc, pour une fois, j'aimerais bien que nous, les élus, puissions applaudir tous ceux qui nous ont aidés à être élus. Bien, je ne vais pas tarder à présenter nos invités. Avant tout, je voulais remettre un cadeau de la part de monsieur le maire d'Allo, qui est un concurrent, même un adversaire politique, mais qui a eu la civilité de souhaiter la bienvenue à Marion Maréchal Le Pen, et lui offrir ce beau cadeau et toutes ces friandises d'Allo, suce-miel, nougat, calisson d'Allo. Voilà. De la part de monsieur Polinelli. Il n'y en a pas assez pour tout le monde, je suis désolé. D'habitude, Marion partage, mais pas ce soir. Bien, furtivement, je remercie, parce que c'est quand même normal de remercier monsieur le maire, de nous avoir tout de même, parce qu'il nous a loué cette salle. Ça rentre dans le cadre d'une campagne, il en est obligé, bien évidemment, mais contrairement à d'autres secteurs, il ne nous a pas mis de bâton dans les roues et il nous a accueillis d'une façon tout à fait correcte.
Alors, tout simplement, maintenant, je vais présenter ceux qu'il est tout à fait inutile de présenter, et puis ensuite, je leur laisserai la parole. Franck Alesio, qui est le porte-parole, je crois, dans cette campagne du Front National et de Marion Maréchal Le Pen. Ce jeune homme au regard d'acier et décidé qui est à côté de moi. Maire du 7e secteur, 13e et 14e arrondissement, je crois, et aussi sénateur des Bouches-du-Rhône. Sénateur des Bouches-du-Rhône, là on peut le féliciter parce que vous savez comment ça se passe pour élire un sénateur, ce sont les grands électeurs, les grands entre guillemets, c'est-à-dire des élus qui votent pour les sénatoriales. Et il a réussi ce tour de force à quadrupler pratiquement son potentiel d'électeurs, n'est-ce pas? Eh bien oui, parce qu'à la base, nous avons un potentiel, un certain nombre d'électeurs du Front National dont nous sommes à peu près sûrs qu'ils vont voter pour le Front National, mais il faut compléter. Et là, il a réussi un tour de force, on peut le féliciter, mais aussi l'applaudir. Donc, mesdames et messieurs, l'as de pique et la dame de cœur. Marion Maréchal Le Pen, dont je subodore personnellement qu'elle mènera une carrière politique exemplaire et qu'elle mènera le front assez loin et même dans un temps assez proche. Parce que je crois que c'est un choix, le choix qu'il fallait pour la région PACA. Elle a tout pour elle. Elle a la jeunesse et l'expérience et la compétence et le charisme. Je crois qu'avec Marion Maréchal Le Pen, nous ne sommes pas loin d'une victoire assez proche. Merci de m'avoir écouté. Et je passe la parole maintenant à Stéphane Ravier. Merci José, tu me donnes la parole, tant pis pour vous. Vous le savez moi, enfin, ceux qui me connaissent savent que je n'ai pas d'heure. Et que à partir du moment où j'enclenche, je m'auto-alimente. Alors j'espère que vous n'avez rien sur le feu, que vous ne comptiez, je vois des têtes qui vont comme ça, que vous ne comptiez pas regarder la dernière débilité à la mode à la télé, parce que pour ce soir c'est râpé. Alors merci à José d'être là. Il évoquait le travail des militants, sans lequel nous ne serions pas là, ni Marion, ni moi, ni l'ensemble des élus, notamment ceux d'Allo. Et notre ami José est assez bien placé pour en parler, car lui, il est élu, mais il reste ce qu'il est depuis très longtemps, sans lui faire offense. Il reste ce qu'il est depuis très longtemps, c'est-à-dire un militant. José González, on a toujours, le Front National des Bouches-du-Rhône, le Front National tout court, a toujours pu compter sur lui, sur son engagement, sur sa loyauté, sur sa sincérité, y compris dans les moments extrêmement difficiles où il a dû supporter celui qui s'était posé ici pour y faire son miel électoral et surtout une carrière personnelle et qui a fini par nous trahir en 1998 et puis qui a rejoint, bien sûr, les égouts de la vie politique. Et bien pendant tout ce temps, notre ami José a dû avaler les couleuvres de cet individu dont il n'est nullement nécessaire de rappeler le nom. Et il est là, encore là, toujours là, à militer dans cette commune d'Allo et dans sa circonscription, entouré de tous les militants. Donc effectivement, je demande un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur González. Qui n'a pas fini de travailler. Voilà, je ne sais pas, mon petit doigt me dit qu'il n'a pas fini de travailler. Merci donc aussi à la fédération. C'est vrai que les militants allodiens ont bien préparé cette réunion. La fédération, sous la houlette de mon chargé de mission, en particulier M. Dely, a largement participé. Je dirais même c'est lui qui m'a
proposé que d'animer ces meetings dans des communes comme celle d'Allo. Et donc merci à la Fédération pour cette organisation. Au DPS, merci au DPS pour leur présence ici, bénévole. Je le rappelle, petits applaudissements pour les DPS. C'est pas non plus scandaleux, merci à eux d'être là pour assurer notre sécurité, même si ce n'est pas à Allo où on craint le plus d'être agressé, mais ça arrive aussi ici de temps en temps. Donc merci à eux d'être là, merci aux militants, et il viendra tout à l'heure, dans une heure, le problème c'est que je rigole pas. Merci à Franck Alizio, dont vous avez peut-être entendu parler ces derniers temps, Franck Alizio, qui a franchi le pas, comme beaucoup de nos compatriotes, qui votaient jusqu'à présent pour les partis traditionnels à qui ils accordaient encore une confiance, pensant que cette fois ça serait la bonne, qu'ils auraient compris. Bien, Franck Alizio, lui, était un petit peu plus impliqué dans la vie de l'appareil de l'UMP, devenu LR, c'est ça, LR, avant qu'il devienne autre chose, puisque tous les 4 ou 5 ans, il change de nom pour essayer de remettre les compteurs à zéro. Eh bien, Franck, lui, a compris qu'il n'y avait plus rien à attendre de Nicolas Sarkozy, qu'il n'y avait plus rien à attendre de l'UMP, et a décidé de nous rejoindre. Et je crois que cela mérite un tonnerre aussi d'applaudissements. Et il est effectivement le porte-parole de la campagne de Marion en particulier. Merci au maire, oui, je crois qu'on ne va pas en rajouter des tonnes. Merci à M. Povinelli, je crois qu'il n'a pas été cité. Merci à M. Povinelli de nous avoir accueillis avec, je vais dire, les bras ouverts. Hein. Bon, je crois qu'il est lui-même convaincu qu'il accueille ce soir celle qui va devenir la présidente de la région. C'est pour ça aussi qu'il a mis à notre disposition la salle, la police municipale, le moulin. Nous avons visité le moulin tout à l'heure. Hein, on nous a expliqué que plein de choses, hein, comment fonctionne un moulin, le vent d'Est, le vent du Nord, le Mistral. Il n'y a qu'un vent dont on n'a pas entendu parler, c'est le Godin. C'est ce vent tourbillonnant, on ne sait jamais dans quel côté il va souffler. Celui-là, il ne nous en a pas parlé, mais c'était quand même très instructif. On a pris conscience, on nous a rappelé quel était le génie français, déjà au XVIIe siècle, pour que ces moulins puissent fonctionner. Je vous invite, si vous ne les avez jamais visités, eh bien, à le faire, et notamment à Allo. On se rend compte qu'à cette époque-là, eh bien, le génie français n'avait pas besoin du vivre ensemble pour s'exprimer. Et le moulin a été restauré par la commune, et c'est une très bonne chose. Mes chers amis, donc, c'est toujours un grand plaisir de venir à Allo, et plus encore quand c'est pour vous présenter celle qu'on ne présente plus, bien sûr, Marion. Allo, chez Allo, on dit bien Allo, hein, CH, mais les journalistes parisiens disent Alloche. C'est comme ça qu'on reconnaît que ce sont des journalistes parisiens. Mais c'est bien Allo et les Allodiens et les Allodiennes qu'il faut prononcer. Village provençal par excellence. Marion a pu en découvrir le centre du village tout à l'heure. Un vrai village, une vraie âme villageoise. C'est aussi, ça pourrait être aussi un petit peu le village moderne, mais le village d'Astérix. Vous savez, dans ces albums du même nom, qui s'ouvre toujours par la même phrase: toute la Gaule est occupée, toute la Gaule est occupée, toute non, sauf le petit village d'irréductibles gaulois qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. C'est une définition qui pourrait très bien coller au village d'Allo, pas trop au 13e et 14e arrondissement, mais ça, on n'est pas là pour parler de ce village-là. Mais qui résiste quand même. Une description donc qui correspond à ce village et qui a su installer et développer ici un vivre ensemble dont on nous rabat les oreilles, que l'on ne retrouve guère que dans la ville voisine, à Plan de Cuc qui fut un temps été formé avec Allo une seule et même commune, et puis se sont séparés, comme quoi on peut à un moment donné prendre son indépendance sans que cela crée de problèmes. Eh bien, à Allo comme à Plan de Cuc, un vivre ensemble, mais avec celles et ceux qui vous ressemblent. Hein, une sorte avec les mêmes racines, avec une même identité
provençale et française, une sorte de diversité, mais dans l'homogénéité. Voilà. On se contente de ça ici, et manifestement, on ne s'en porte pas plus mal. Pour combien de temps encore? Pour combien de temps encore? Combien de temps encore avant que ce petit paradis, combien de temps survivra-t-il sous le coup des ayatollahs du métissage obligatoire et généralisé? Combien de temps allez-vous pouvoir maintenir cette qualité de vie qui est la vôtre? Une vie tout simplement française. Pour l'instant, ce n'est pas encore un gros mot. Profitons-en, ça risque de ne pas durer. Une vie provençale, où l'on sort de chez soi tranquillement pour se promener, pour aller faire ses courses, pour emmener ses enfants à l'école, pour aller les chercher à l'école, sans se faire insulter parce que l'on porte une jupe un peu trop courte, sans se faire agresser. Cela existe encore, comme dans cette commune, ce village d'Allot. Mais déjà, on vous culpabilise. On vous reproche de vivre encore normalement. On dit que Allot est un village privilégié. J'entendais ça encore tout à l'heure sur la place des Moulins. Nous sommes un village privilégié. Non, sentiment que l'on met dans la tête des Allodiens en particulier. Ils seraient privilégiés. Vous n'êtes pas privilégiés, vous êtes préservés. Mais à quel prix? Les impôts, vous les payez. Rien n'est gratuit à Allot. La propreté, l'entretien, les festivités, chaque été, tout ça, ça se paie. Et vous en avez, par contre, ici, pas comme à Marseille, vous en avez le juste retour. Il y a des services rendus à la population. Mais cela risque quand même de ne pas durer. Moi, je dis que le village d'Allot donc, est comme tous les endroits de France où l'on vit normalement, sans qu'il soit favorisé, mais bel et bien protégé, préservé. Il fait seulement partie des lieux et de plus en plus rares. De plus en plus rare où l'on peut encore être français en France. Être français en France est aujourd'hui un véritable luxe, où l'on se sent encore chez nous, mais combien de temps cela va durer à l'heure où la métropole, la fameuse métropole, et cette grande spoliation des libertés communales qui va s'abattre sur Allot comme sur les autres communes ici dans quelques mois. Alors avec la métropole, les villes vont peu à peu perdre le contrôle de leur terrain, de leur urbanisme, pour devenir des espaces de déstockage, si j'ose dire, des cités marseillaises. Tu me donnes tes impôts, je te donne mes cités. Bon, personnellement, ça pourrait m'arranger. J'en ai quelques-unes en stock, dont je me délesterai volontiers. Mais je ne souhaite pas que mes compatriotes allodiens subissent ce que nous subissons déjà, nous, dans nos arrondissements. Et comme nous n'en avons pas assez, M. Gaudin a décidé, dans le cadre de la rénovation urbaine, que les familles qui vivaient jusqu'alors dans la cité de la Savine, dans le 15e arrondissement, eh bien, cette cité qui est rénovée à grands frais, les quarantaines de familles vont être relogées, pas à Mazargues, pas au Catalan, pas à Bonneveine, pas au Prado, mais à Château-Gombert, dans le 13e arrondissement. C'est encore pour ma pomme, c'est encore pour notre pomme, un village, un coin du 13e qui était sans doute trop provençal, trop préservé aux yeux de M. Gaudin, de M. Miron et tant d'autres, qu'ils ont décidé de nous faire partager à nouveau ce merveilleux vivre ensemble. Donc voilà ce qui risque de se passer, et voilà ce qui va se passer aussi pour les communes de cette fameuse métropole. Tu me donnes tes impôts, je te donne mes cités. L'accession, en plus de Jean-Claude Gaudin, il l'a annoncé par voie de presse, ce que tout le monde savait déjà, c'est qu'il va se présenter à la présidence de cette métropole, et je viens de vous présenter un exemple de ces décisions et de ces méthodes. Donc cela n'augure rien de bon pour la démocratie locale et pour les libertés communales. Les libertés communales auxquelles nous, au Front National, nous sommes très attachés. J'ai eu l'occasion de le répéter aux maires que j'ai rencontrés pendant la campagne des élections sénatoriales. Je leur ai dit, moi, vous savez, je suis maire de secteur. Avant de devenir maire de secteur, je savais à quoi m'en tenir. Je savais que je serais un maire Canada Dry,
et que c'était Jean-Claude Gaudin qui déciderait de tout. Eh bien vous, vous êtes des maires de plein exercice, et avec la métropole, vous allez devenir des sortes de maires de secteur. Monsieur Povinelli, qui a défendu bec et ongle, même si José González, à sa place, l'aurait mieux fait que lui encore, mais qui a défendu bec et ongle tout socialiste qu'il est. Oui, parce qu'il est socialiste. Hein. Peut-être qu'on ne le remarque pas dans les faits. Il est socialiste, il a quand même une formation guériniste, il ne faudrait quand même pas l'oublier, mais il a quand même défendu l'identité de son village, refusant les constructions de logements sociaux, préférant payer l'amende. Parce que dans ce pays de liberté, si vous ne construisez pas de logements sociaux, on vous taxe. Eh bien, M. Povinelli, lui, a préféré payer la taxe, et bien dans quelques mois ou dans quelques années, il ne pourra même plus payer la taxe, on lui imposera des logements sociaux, et l'on sait ce que cela veut dire dans ce pays qui veut que nous accueillions toute la misère du monde et qui soit démuni de tout. Une métropole est donc une attitude de la part de celles et ceux qui vont la diriger, qui ne laisse rien augurer de bon, et une métropole soutenue par le duo infernal Estrosi-Castaner, qui, sur ce sujet comme sur tant d'autres, sont en réalité parfaitement en accord, et ainsi en ont décidé les parlementaires UMPS, on ne dit plus UMPS, on dit LRPS, ou RPS, ça dépend comment on le voit. Je vous rappelle que pour vous protéger de l'herpès, une bonne adhésion au Front National, et vous êtes à l'abri. Donc pour celles et ceux qui n'auraient pas renouvelé leur adhésion, donc qui ne sont pas encore adhérents, je vous invite à le faire à la sortie de cette salle. Et ce n'est pas... et si ce n'est pas, les cités dont on va vous faire bénéficier, si j'ose dire, ce seront de toute façon des migrants. Politiquement correct quand tu nous tiens. C'est des migrants. Il ne faut pas dire clandestins. Voilà, ce sont des migrants, ce sont des gens qui passent comme ça. Pour certains, il reste un certain nombre d'années, mais ce sont des migrants. Vous savez, ce sont des clandestins que l'on va régulariser au plus vite et surtout qu'on va loger un peu partout en France et en Provence et un jour ou l'autre à Allo. C'est en tout cas ce qu'a dit, et on peut leur faire confiance, là pour le coup, le président de la République, M. Hollande, on a du mal aussi à le croire, mais François Hollande est président de la République, et M. Valls, que certains surnomment Manolo la Tremblote, surtout quand il est face à Marion, là, il a les mains qui tremblent. Non, mais quand on sait que ce monsieur veut devenir président de la République et avoir la valise nucléaire à la main, ça fout les jetons quand même, hein. Ça fout quand même les jetons. Bon, celle-là de promesse, ils la tiendront. Je vous rappelle quand même que si les maires, quand même de façon sérieuse, si les maires ne vont pas assez vite pour construire ces 25% de logements sociaux, comme l'impose la loi, eh bien c'est l'État. C'est l'État qui délivrera directement les permis de construire, pays des libertés quand tu nous tiens. Ce n'est pas tout. En plus de défigurer nos villes, ils vont vous racketter directement, parce que les masques tombent aujourd'hui, le coût de l'immigration, qui je le rappelle, est de l'ordre de 70 milliards d'euros par an. 70 milliards d'euros par an, chiffre jamais contesté, si ce n'est par l'anathème ou le slogan, mais jamais par des études sérieuses. Bon, le coût de l'immigration va devenir chaque jour plus palpable pour nos concitoyens. Pour eux, j'ai dit eux, ceux qui vivent dans les ministères, l'immigration resterait une chance pour la France. Et ceux qui vivent dans les ministères, moi je les vois au Sénat. Les sénateurs, puis les ministres qui nous rendent visite de temps en temps, et je me rends bien compte que ce sont des gens qui sont hors sol. Ils ne touchent pas terre, ils ne font pas partie de notre monde, de votre quotidien. Ils sont coupés des réalités. C'est vrai, quand vous êtes sénateur, vous pouvez très facilement vous laisser tenter par cette ambiance qui veut que vous n'êtes plus un simple mortel, que vous êtes sénateur, vous faites partie de la chambre haute. Déjà, rien que le terme, hein, je ne suis plus comme vous l'avez peut-être pas remarqué, mais je suis au-dessus. Paraît-il. Paraît-il. Et puis, monsieur le sénateur par-ci, monsieur le sénateur par-là, vous montez dans un taxi qui vient vous chercher au Sénat. Monsieur le sénateur, vous voulez écouter la radio? Oui. Oui, si vous voulez, oui. La musique ou les informations?
sais pas, ce que vous voulez. Ah non, mais je ne me permettrai pas de choisir à votre place, monsieur le sénateur. Mais il faut, mais reste calme, zen, mais reste zen, c'est Steph là. C'est Stéphane du 13-14 là, il ne faut pas t'enflammer. Donc vous voyez, si on se laisse comme ça, percé par ce discours qui pourrait vous faire croire que vous êtes devenu quelqu'un hors norme, eh bien on a vite fait de se couper des réalités, parce que vous allez au restaurant du Sénat, même là vous ne parlez plus la même langue. La carte du Sénat, je ne la comprends pas. C'est des noms compliqués. Bon, finalement, vous avez de la nourriture plus ou moins classique, savamment cuisinée, mais c'est des noms compliqués. On voit bien que c'est une autre langue, c'est un autre monde. Et pour ceux qui sont élus sénateurs au bout de 3 à 4 mandats, voire même un, eh bien, ils ne savent plus ce qui se passe. Ils ne connaissent plus la réalité, notre réalité. Alors pour eux, ben, voilà, l'immigration est toujours une chance. Même si l'aide médicale d'État, la fameuse AME, nous coûte 1 milliard d'euros par an pour soigner des clandestins gratis. 1 milliard d'euros par an pour des clandestins qui sont soignés de l'angine jusqu'à les maladies les plus graves pour 0 €. C'est vous qui payez. Ça ne les gêne pas. Bon, ça a d'euros aujourd'hui. Nos amis là, de l'UMP ou de LR, nos amis entre guillemets, hein, poussent des cris de vierges effarouchées en disant que c'est un scandale. Cela coûtait déjà plus de 600 millions d'euros sous Nicolas Sarkozy. Mais ils ne s'en sont jamais offusqués. Et aujourd'hui, bien sûr, ils trouvent cela scandaleux alors qu'ils se trouvent dans l'opposition. On avait déjà les demandeurs d'asile. Les vrais comme les faux. Surtout les faux. Qui nous coûtent 2 milliards d'euros par an. 2 milliards d'euros par an. On atteint maintenant un nouveau sommet dans l'abjection puisque l'on va diminuer les APL, les aides publiques au logement, qui vont de 225 millions pour financer l'accueil des clandestins. Donc on va retirer de l'argent prévu pour aider nos jeunes ou nos moins jeunes, pour les aider à se loger, pour loger les clandestins. Il y a 3 mois, je vais voir le nouveau préfet à l'égalité des chances. Parce qu'on a ça à Marseille. On n'a pas beaucoup d'argent, mais on a des préfets. Préfet à l'égalité des chances. Je vais le voir à la mi-août parce que je lui demande pour quelle raison les Roms qui occupaient depuis 5 ans une maison à Saint-Jérôme, alors qu'une décision de justice avait été prononcée en 2013 de les expulser, et alors que Madame Lajus, ça commence que on pourrait faire la justice, mais ça s'arrête à la justice. Ça ne va pas plus loin. Eh bien, Madame Lajus m'avait écrit au mois de juin 2015 pour me faire savoir qu'elle allait expulser les Roms avant la mi-juillet. La mi-juillet est arrivée, pas d'expulsion de Roms. Fin août, mi-août, quand même, on commence un petit peu à s'inquiéter. Donc je suis allé le voir parce que la seule qui était partie, c'était Madame Lajus. Les Roms étaient donc toujours là. Je vais voir le préfet, je lui dis quand même, comment ça se fait, votre prédécesseur s'est engagé par écrit à faire appel aux forces de l'ordre. Il me dit, monsieur le maire, au mois de juin, nous ne pouvions pas savoir ce qui allait se passer en matière d'immigration. Il n'y a pas d'immigration, mais nous ne pouvions pas imaginer l'actualité qui s'est donc déroulée, qui s'est produite soudainement au mois de juillet. Et notamment, on me dit, monsieur le maire, vous avez suivi l'actualité, les migrants qui arrivent en Europe. Donc les solutions de relogement prévues pour les Roms, nous avons dû les attribuer aux migrants, enfin aux clandestins. Une vague migratoire en écrase une autre. Alors même les Roms vont se mettre peut-être un jour à rouspéter, alors on n'est plus chez soi ici. Même les Roms doivent attendre. C'est pour vous dire à quel point on en est. Bon, eh bien, il y a les clandos, les Roms, puis dessous, vous trouverez les Français à qui l'on demande et on exige de payer sans maudire. Voilà où on en est. 500 000 Français, donc parmi les plus pauvres, qui vont recevoir moins d'aide publique pour financer la délirante politique d'immigration. Décidément, ce pays est devenu complètement fou. Ce n'est plus le pays des droits de l'homme, c'est devenu le pays des droits de l'autre. En permanence. Moins vous respectez le pays d'accueil, plus il vous bichonne.
plus il s'occupe de vous. Cette préférence étrangère, nous l'avons dénoncée depuis des années. Aujourd'hui, elle éclate au grand jour. Le souci, c'est que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, comme vient de le dire le haut-commissaire aux réfugiés de l'ONU. De quoi je me mêle? Monsieur Antonio Guterres, les plans pourtant déjà délirants de l'Union européenne, eh bien, selon lui, ce n'est pas encore suffisant. Je rappelle que la Commission européenne souhaite l'installation en Europe, d'ici 2050, de 50 millions d'étrangers. Paraît-il, pour payer nos retraites. Il faudrait déjà qu'il y ait du travail pour cotiser. Au Sénat, l'on est dans le même délire. Madame Assassi, qui est le leader du front de gauche, à une lettre près, elle est extraordinaire, Madame Assassi. Eh bien, elle a très clairement exprimé qu'accueillir 24 000, parce que c'est le chiffre qu'on nous donne, qu'on veut bien nous donner, on peut en réalité tabler sur 5, voire 10 fois plus, eh bien, en tout cas, pour elle, c'est très clair, c'est pas assez, 24 000. Accueillir 24 000 clandestins, ce n'est pas assez. C'est vrai que l'argent coule à flot dans notre pays. Nous avons des logements, on ne peut plus savoir qu'en faire. Et du travail également. Et c'est la même chose pour les présidents du groupe socialiste, qui nous a demandé les trémolos dans la voix. Vraiment, on sentait que le cœur qui saignait à la tribune du Sénat. Il ne faut pas voir ça sur le plan comptable. C'est une question de principe. Et le ministre Cazeneuve de nous dire, après mon intervention, à l'issue de laquelle il a failli avoir un malaise, et il y a quand même au Sénat, il y a plein de choses. Il y a un coiffeur, il y a une cave, il y a aussi des médecins au cas où. Il nous a dit, lui, que nous devions tout accepter au nom de la tradition séculaire issue de 1793. Pas de 1993, hein, 1793. Donc la politique d'immigration dans notre pays aujourd'hui, elle se base sur des écrits pondus il y a plus de 2 siècles dans la fureur révolutionnaire et dans la haine de tout ce qui n'était pas républicain. Pour celles et ceux qui se rappellent de ce qu'était 1793, ce sont quand même des massacres de tout ce qui était attaché à son Dieu ou à son roi. En matière de sécurité, bien évidemment que cette délirante politique a déjà et aura des conséquences plus graves encore. Je ne vais pas reprendre la longue litanie des homicides qui rythment notre quotidien. Vous avez appris comme moi, de façon très officielle, nous savons aujourd'hui, par le quotidien La Provence, que notre département est la capitale nationale du crime. Capitale nationale du crime, après la capitale européenne de la culture, la capitale européenne de la culture, de la calache, du crime, de l'assassinat, ce sont les Bouches-du-Rhône. L'article nous apprend ce que nous avons tant de fois dénoncé, confirme ce que nous avons tant de fois dénoncé, à savoir que les statistiques sont bidons, puisque 10% des vols de voitures échapperaient à tout contrôle statistique, puisque les victimes ne portent même plus plainte. 70% des agressions physiques hors cercle familial ne sont pas comptabilisées non plus, parce qu'on ne porte pas plainte. 90% des agressions physiques et sexuelles au sein des familles échapperaient aussi au contrôle statistique. Et pourtant, nous atteignons déjà des sommets. Voilà la réalité que nous avons dénoncée depuis longtemps et pour laquelle l'on nous a taxé d'exagération, de vouloir monter les Français les uns contre les autres, de jouer sur les peurs. Eh bien, nous ne jouions pas sur les peurs, nous disions déjà la vérité. Et dans ce pays, il n'est jamais très bon de dire la vérité et d'avoir raison trop tôt. La réalité, elle est là. Ce sont des règlements de compte encore dans le 15e à Marseille. Bon, ça, c'est entre commerciaux du chichon. Donc, bon, ça, que voulez-vous, c'est les risques du métier. Hein, on ne reçoit pas une lettre, on reçoit une rafale. C'est comme ça. D'ailleurs, eux-mêmes ne s'en plaignent pas. Hein. Personne n'est jamais venu au commissariat pour se plaindre d'avoir reçu une rafale, même pour y avoir survécu. C'est le code du travail dans ce monde-là. Mais un jour, eh bien, il y aura une mère de famille, il y aura un père, un enfant qui passera par là et qui ne s'en relèvera pas. Tout cela, mes chers amis, cela arrive près de chez nous, près de chez vous, pas encore dans l'eau, mais ça se rapproche, hein, ça se rapproche.
Ça se passe à quelques kilomètres d'ici. Il y a quelques mois, on a assassiné un agent de la ville de Marseille. Dans les quartiers sud, cette fois. Pas à la calache, arme de poing, plus professionnelle. Mais voilà, et c'est encore arrivé à Marignane, dans un quartier pourtant réputé tranquille. Que dire de nos forces de l'ordre, harcelées au quotidien par la racaille qui jouit d'une large impunité? La présidente du syndicat de la magistrature a eu un mot encore hier après-midi pour simplement exprimer que, ben, ma foi, c'est les risques du métier quand on est policier. Voilà, c'est de la chair à canon. C'est normal qu'ils se fassent insulter, c'est normal qu'ils se fassent agresser. Et puis s'ils prennent une balle dans le buffet, ben, écoutez, c'est les risques du métier. Bon, ce n'est pas étonnant de la part d'un syndicat qui, dans ses publications, il y a déjà quelques années, représentait la police avec un képi et une tête de cochon. Voilà par qui la justice ou les juges sont formés par des anti-flics, par des individus qui détestent l'ordre. Nos policiers, bien sûr, donc, qui sont exposés et qui se sentent, à juste titre, abandonnés par l'État. La même chose pour le personnel pénitentiaire. J'ai eu la chance, entre guillemets, de visiter la prison des Baumettes il y a quelques semaines, quelques mois. Moi, je vous dirais qu'il vaut mieux être un détenu que gardien, parce que détenu, vous sortez assez vite. Gardien, il a pris perpète, lui. Et puis, et dans quelles conditions? La directrice de l'établissement, parce que c'est une femme, m'a expliqué que lorsqu'un individu, là, un détenu, pardon, agresse un de ses camarades, voire même agresse l'un des gardiens, il est mis en isolement, 30 jours maximum, et pas si longtemps, ça a monté au moins jusqu'à 50 jours, mais si il est pris d'un malaise, ah mon Dieu, je ne me sens pas bien tout seul, alors moi je veux vivre ensemble, je vais me suicider, je ne vais pas tarder à me suicider. Je souhaiterais l'intervention d'un psychiatre. Le psychiatre arrive, et par idéologie, c'est le terme qu'a employé la directrice des Baumettes, par idéologie, certificat médical, et l'individu rejoint sa cellule, bon, pas tout de suite à l'extérieur, mais il rejoint sa cellule, preuve que même là, même aux Baumettes, il y a un sentiment d'impunité. On peut agresser une crapule, bon, ça c'est pas bien grave, on peut agresser un surveillant, eh bien, vous serez quasiment pardonné, sinon dans les heures, dans les jours qui suivent. Pas étonnant que dans cette corporation, les suicides soient nombreux, mais qui en parle? Qui en parle? De la même manière, et plus encore dans les services de police. En 2014, je vous rappelle que 500 policiers ont été blessés et une cinquantaine de suicides. Depuis 1996, ce sont 900 policiers qui se sont suicidés. 900 policiers. Nous n'avons pas entendu Mme Taubira, ni Mme Rachida Dati d'ailleurs, nous rappeler ces drames. Les policiers sont considérés par ces gens-là comme de la chair à canon. Ce n'est pas comme ça que nous le voyons, nous. J'ai été le seul politique à être présent devant le palais de l'injustice avant-hier pour soutenir les policiers qui manifestaient, policiers en tenue, auxquels s'étaient joints les commissaires. Les commissaires de police s'étaient joints à ce rassemblement pour vous dire à quel point la coupe de sang est pleine. Madame Taubira, et ça peut paraître curieux parce qu'ils ne se sont pas réunis devant la préfecture, mais devant le palais de justice, considéré aujourd'hui comme étant le palais de l'injustice. Car représentant, c'est un signal lancé à celles qui contribuent largement à cette dégradation de la situation, la très sémillante et ô combien sympathique, celle que le monde entier nous envie, mais ils ne viennent pas la chercher, donc on est obligé de la garder, Madame Christiane Taubira, qui n'est pas la ministre de l'Intérieur, qui est donc la ministre de la Justice, paraît-il. C'est elle la première qui vide de sens l'action de nos forces de l'ordre, avec son idéologie caricaturale post-68 tarde à tarder. Pour elle, c'est simple, les délinquants, ce sont des victimes auxquelles il faut surtout éviter la prison, y compris jusqu'au plus haut niveau. Hein.
Même quand vous êtes député comme Sylvie Andrieux, que vous êtes condamné à 1 an de prison, mais vous ne faites pas de prison. Elle est toujours là, dans les quartiers, elle vote la loi, pas de problème. Ça, c'est un signal fort envoyé aux cités. Hein. Oh, vas-y, attends, je ne peux pas vendre une barrette, l'autre, elle a pu tourner 800 000 €, là, elle est toujours là. À un moment donné, il est évident qu'il y a un devoir d'exemplarité. Quand il y a une députée qui a détourné au moins 800 000 € pour assurer sa réélection, bon, c'est encore examiné par la Cour de cassation, hein, c'est encore tout à fait officiel. Bon, et qui continue à parader, qui continue à voter la loi et à l'imposer à tous. Quand l'on avait un président de conseil général qui était triplement mis en examen et qui continuait à parader, comment voulez-vous que dans les cités, oh, vas-y, ça va, c'est juste de barrettes de shit, là, tout le monde en fume, il suffit d'aller au stade Vélodrome, on voit ce que ça donne d'ailleurs, certains matchs. Bon, non, voilà, il y a quand même des signaux à envoyer, et les signaux qui sont envoyés par une certaine classe politique sont des plus condamnables. Face à l'explosion de cette délinquance toujours plus sauvage qu'a fait Madame Taubira depuis 3 ans et demi, croyez-vous qu'elle ait prévu le renforcement des moyens humains et matériels de la police et de la gendarmerie, notamment le rétablissement des 13 000 postes supprimés par Sarkozy? Eh bien, pas du tout. 13 000 postes, ils n'ont pas été rétablis par Hollande. Croyez-vous qu'elle ait prévu d'aggraver les peines pour ceux qui attaquent les forces de l'ordre ou encore d'instaurer une présomption de légitime défense pour la police, selon les dispositions déjà existantes pour la gendarmerie? Bien au contraire. Sa réponse à elle, c'est la suppression des peines planchées, l'instauration de la contrainte pénale, le développement de la liberté conditionnelle et surtout la culture de l'excuse généralisée. Ce faisant, elle n'a fait qu'amplifier l'action de Nicolas Sarkozy avec 82 000 peines de prison ferme non effectuées sous son mandat. Mandat de Sarkozy. Ce même Nicolas Sarkozy dont nous avons la réplique locale ici depuis quelques mois, Monsieur Estrosi, le motodidacte. Résultat de cette obsession à libérer les criminels, le policier de la BAC, laissé pour mort près de Paris par un malfrat qui était en permission. Alors la solution de Madame Taubira, c'est de créer des escortes. Pas des escort girls, des escorts policiers pour accompagner, pour suivre le délinquant, la crapule, pour voir si pendant sa liberté ou pendant sa permission, pardon, il ne va pas commettre d'autres délits. On est en plein délire, mais venant de Madame Taubira et de ce gouvernement socialiste, ce n'est plus étonnant du tout. Récemment, à Marseille, on a arrêté 2 individus très défavorablement connus des services de police, mais qui écoute encore la police à part nous, soupçonnés donc d'avoir délibérément renversé en scooter un CRS dans le 15e arrondissement. Tout cela, mesdames et messieurs, n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le quotidien de nos forces de l'ordre, quand elles sont épargnées par les balles, c'est un climat d'agression et d'hostilité permanente de la part de certains qui sont convaincus d'une quasi-impunité. Ils savent que lorsqu'ils sont en scooter sans casque, ils ne seront pas pris en chasse. Ce sont les ordres de la préfecture. Les policiers ne demandent que ça, qu'à faire leur travail. Mais ils en sont empêchés par les ordres de la préfecture qui détient, elle, du ministère. Pas de vague. Quand vous croisez des escrimeuses, des burkas, eh bien, pas de vague. On fait comme si on ne les avait pas vus. Voilà, on ne veut pas que la cité vous tombe sur le dos. Alors qu'ils ne demandent que ça, qu'à faire leur travail. Et moi, ceux que j'ai rencontrés devant le palais de l'injustice, m'ont dit, mais nous, plusieurs m'ont dit, on a vu l'hôtel de police, l'évêché, c'est pas parce qu'on a vu de la lumière qu'on est entré pour avoir un boulot. C'est une vocation, être flic. Aujourd'hui, on parle des fonctionnaires de police. Le ministère, les préfectures, eux, ce sont des fonctionnaires plus de policiers qu'ils veulent. Et les policiers, eux, ils veulent être des flics au service de la population. Moi, je vous demande, et vous le faites déjà, de les soutenir dans leur quotidien. Ces agressions, ce n'est pas une affaire de délinquance, c'est une affaire d'identité. La preuve, c'est ces jeunes en difficulté, mon Dieu, qu'on n'aide pas assez. Ils s'attaquent aussi aux pompiers, ils s'attaquent aussi aux médecins,
Il contrôle à l'entrée des cités les employés, les postes, enfin on dit plus postes, chez Orange, les EDF et compagnie. Il y a les douaniers à l'entrée des cités. Oh, bonjour monsieur, la douane française. Ouvre ta voiture. Non, ils sont très polis. Moi je le tiens des techniciens de France Télécom, quand j'y travaillais encore, et qui me disaient qu'à l'entrée de la cité de la Castellane, par exemple, il y avait des jeunes gens très polis, très sympas. Monsieur, ouvrez la voiture. Non mais je viens de dépanner. Non, il n'y a pas de problème, mais ouvre la voiture. Pour savoir si derrière, il n'y avait pas un policier, ou matériel d'écoute, ou je ne sais trop quoi. Premier poste de douane, deuxième poste de douane un petit peu plus haut. C'est comme ça, et pas seulement pour les employés des télécoms. Voilà, ces gens-là s'attaquent en réalité à tout ce qui représente l'État, tout ce qui porte un uniforme, à tout ce qui représente la France, à une exception près. C'est la caisse d'allocation familiale. Alors ça, la CAF, il n'y a pas de problème. On ne s'y attaque pas. On accepte là de parlementer avec l'État français. Et quelquefois même on s'impatiente. Alors là, c'est dans un autre pays, en Allemagne, à Berlin, des clandestins. Des clandestins poursuivent la ville en justice parce qu'ils ont dû attendre une semaine leurs allocations. Insupportable. Insupportable. Et dans un domaine encore plus grave, j'ai écouté il y a quelques jours Alain Finkielkraut, que l'on accuse de rejoindre le Front National, de soutenir le Front National, d'en faire la promotion, qui, au cours de l'émission On n'est pas couché, c'est ça, avec, comment il s'appelle l'autre, Ruquier, grand défenseur de la pensée unique. Bon, ben Finkielkraut, qui n'a quand même pas sa langue dans la poche, disait, mais il faut savoir, on sait aujourd'hui, mais on ne nous le dit pas, on va peut-être nous le dire dans Mars Actu bientôt, Monsieur Forestier, il faut attendre 23h30 un samedi pour que M. Finkielkraut nous dise que dans les camps de réfugiés en Allemagne, eh bien les réfugiés musulmans agressent les réfugiés chrétiens et qu'ils sont déjà dans une démarche de vouloir imposer la charia. Il faut attendre 23h30 le samedi pour être mis au courant de ce qui se passe déjà. Et il y a déjà des manifestations. J'ai pu voir ça sur un site intéressant de certains François. Des réfugiés qui manifestent désormais en Allemagne au cri de Allah Akbar. Ou Akbar, je n'ai pas encore la prononciation, mais voilà. Au nom de ces fameux préceptes, même si c'est en Allemagne, mais nous avons aussi notre part, de hérité de 1793. Alors face à ce chaos, que fait donc M. Cazeneuve, notre ministre de l'Extérieur? Ça, je l'ai rebaptisé ministre de l'Extérieur au Sénat, ça ne lui a pas plu du tout. J'ai cru, là aussi, qu'il allait, il s'est mis à hurler, lui qui est pourtant animé d'un flegme provincial. Eh bien, là, vraiment, il était tout en colère, il était tout rouge. Eh bien, lui, son boulot, c'est de prendre soin des étrangers d'abord. Voilà son travail, en tout cas, celui qu'il croit être le sien. On l'appelle donc ministre de l'Intérieur, mais c'est en fait le préposé à l'ouverture des frontières, à l'invasion sans résistance au nom de la tradition séculaire héritée de 1793. Alors les Français sont contre, peu lui importe. Quand il essaie d'embrigader les maires de France dans son projet, il n'en réunit que 500 sur 36 000. On se souvient de cet épisode où notre ami Julien Sanchez, le maire de Beaucaire, au milieu de la pensée unique des maires, des préfets, a porté la voix des Français, des oubliés, de ces dizaines de millions de Français qui sont priés de payer sans rien dire. Eh bien, la personne qui était devant lui a essayé de lui arracher son document. Ce fut sifflé, colibé, menace. Voilà en quoi consiste la démocratie si chère à M. Cazeneuve. Vous êtes prié de dire ce que vous voulez, tant que vous dites du bien, tant que vous soutenez le système. Voilà l'État socialiste. Vous pouvez dire ce que vous voulez, encore une fois, tant que vous soutenez cette désastreuse politique. D'ailleurs, ils continuent de nous mentir autant qu'ils le peuvent. Dernière, comment peut-on qualifier ça? Dernière folie, dernier matraquage en date, peut-être ne l'aviez-vous pas remarqué, l'immigration baisse. Nous on dit l'immigration baisse. En réalité, c'est l'immigration la baisse.
La baisse, mais la baisse, comme on disait chez José il y a quelques années, la migration, la baisse, ils ont cru que c'était la baisse. Non, c'est pas la même chose. L'immigration, ça va très bien. Et ils ne comprennent pas que les Français perçoivent ce phénomène tout à fait différemment. Pour eux, ils sont convaincus que l'immigration baisse, enfermés qu'ils sont dans le palais du Luxembourg. Eh bien, ils nous disent aussi dans le même temps que les impôts baissent, que l'insécurité baisse, que le chômage augmente moins vite. Là, quand même, ils ne disent pas que ça baisse. Ils mentent comme ils respirent, et pourtant, le plus grave, c'est qu'ils le savent. Ils connaissent la vérité. C'est une chose que j'ai apprise depuis 1 an que je suis au Sénat, c'est que nos dirigeants détruisent notre pays en toute connaissance de cause. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent très bien ce qu'ils font parce que il y a des rapports qui accompagnent les projets, des rapports qui sont présentés par les hauts fonctionnaires du Sénat, qui ne sont pas du tout politiques, en tout cas dans leurs travaux, ils se débarrassent de toute conception partisane, et ils présentent aux sénateurs eh bien, leurs travaux, les conclusions de leurs travaux sur tous les sujets, y compris sur celui de l'immigration. Et cela se passe donc en 2 temps. Première partie, un constat sans appel de la situation de notre pays, présenté par ces fonctionnaires. Seconde partie, des conclusions plus absurdes, plus démentes les unes que les autres, parce que les sénateurs de l'ERPES y mettent leur nez pour que cela soit conforme à l'idéologie dominante. Ils prennent des textes, ils les tordent, ils les mettent un petit peu à leur sauce, même carrément, et cela donne pour des filières djihadistes une situation qui serait comique si elles ne deviendront pas un jour, et sans doute très vite, dramatiques. Le rapport, même s'il garde un ton très technocratique, hein, ils ont été formés quand même dans les grandes écoles, commence par battre en brèche les théories absurdes comme celle du loup solitaire. Vous savez, quand il y a un Mohamed Merah, un Koulibaly, c'est un loup solitaire, il a agi tout seul, comme ça, un beau matin, il s'est dit, tiens, si j'allais massacrer, si j'allais dans une école tuer une petite fille de quelques années, si j'allais tuer des militaires, comme ça, je suis un loup solitaire. Eh bien, le rapport bat en brèche cette théorie, qui voudrait que ces individus se radicaliseraient tout seuls devant un ordinateur, comme ça, et de rappeler qu'Internet est un catalyseur plutôt qu'un déclencheur de la radicalisation. La réalité, c'est le rôle que jouent certaines mosquées. Je cite le rapport. Le rapport des fonctionnaires du Sénat. Pas le rapport de Marion Maréchal Le Pen, de Collard, de qui vous voulez. Là, vraiment, les gens issus du sérail. La radicalisation s'effectue au sein des réseaux de sociabilité locale. Langage des hauts fonctionnaires. Vous l'aurez tous quand même compris. Ou encore au sein d'associations de nature philanthropique. Vous savez, SOS quelque chose, SOS Pizza à l'anchois pour tous, voilà. Et que les lieux de culte demeurent en effet un espace de rencontre pour les islamistes radicaux et un lieu de visibilité pour les structures associatives collectant des fonds. C'est clair. Le rapport montre aussi le danger que représente le retour des djihadistes en France. Je cite toujours le texte du Sénat. La plupart d'entre eux ne renient pas leur engagement et restent extrêmement déterminés, endoctrinés, aguerris et entraînés au maniement des armes. Ils présentent une menace directe sur le territoire français. Cette menace est cependant difficile à évaluer dans la mesure où la plupart d'entre eux adoptent une stratégie de discrétion et de dissimulation, la taquilla. Là aussi c'est clair. D'où le risque, là il conclut, le risque que le djihadisme amateur, parce que ce que nous subissons aujourd'hui, ce sont des pieds nickelés. Ce sont vraiment des amateurs, et bien que ce djihadisme amateur que l'on observe aujourd'hui laisse place à un nouveau terrorisme plus professionnel. Le jour où nous aurons des voitures piégées, avenue du Prado, ou sur la Canebière, le jour de Noël, le jour où il y aura, celui qui aura une Kalachnikov à la main, plutôt que de mettre le chargeur à l'envers, comme cela s'est produit il y a quelques semaines, là nous avions affaire à un amateur, il s'est trompé, il a mis le chargeur à l'envers, c'est pour ça qu'il n'a pas pu commettre de carnage, Dieu merci.
Le jour où l'on aura des individus qui se sont entraînés là-bas, aguerris, endoctrinés, revenus ici dans ces flots d'immigration incontrôlés que l'on appelle des réfugiés, alors là, ça va devenir extrêmement grave. Et là, il vaudrait mieux que M. Cazeneuve et Mme Taubira prennent un aller simple pour Jupiter. Parce que la deuxième partie du rapport, c'est une liste de préconisations absurdes. Éviter les départs et prendre en charge les retours. Alors qu'il faudrait les accompagner au départ et faire en sorte qu'ils ne reviennent jamais. Non. Voilà, faire en sorte de les garder chez vous. Et puis lorsqu'ils reviennent, on va les bichonner. À leur retour, leur donner accès à un programme. Leur donner accès à un programme de réinsertion des individus engagés dans un processus de radicalisation djihadiste. Un programme de réinsertion. Poterie, cours de vivre ensemble, stage de foot, de voile. Ce sont des grands malades. Favoriser la construction d'un islam de France. Financer un ensemble d'activités islamiques. Voilà. Parce qu'il y a un islam de France, vous n'avez peut-être pas remarqué. Partout ailleurs, c'est le même islam, mais en France, c'est un islam de France. Il y a aussi un islam de Provence, avec les calissons, avec la tapenade, avec... ils voudraient nous faire avaler des énormités. Donc, ça serait à nous de nous intégrer à l'envers, bon, je ne dirais pas jusqu'à dire à nous islamiser, mais si l'islam ne s'acclimate pas à notre pays, à nos traditions, ce n'est quand même pas à nous. Ce n'est quand même pas à nous de nous islamiser pour qu'il soit décrété islam de France. Je rappelle... On est chez nous. On est chez nous. On est chez nous. Je rappelle que c'est quand même Nicolas Sarkozy qui, le premier, a parlé de cet islam de France et qui a réuni autour de la même table toutes les branches de l'islam, y compris les branches les plus radicales, les frères musulmans, et que Jean-Claude Gaudin à Marseille, pour sa lubie de grande mosquée qui a échoué, parce que les différentes branches ne se sont jamais entendues, avait réuni aussi le Tabligh et les frères musulmans. On réunit tout le monde autour de la table en France, sauf le Front National. Lui, il n'a pas le droit de parole. Cerise sur le gâteau. Votre rapport se félicite de la signature le 12 mars 2015 d'un partenariat avec l'administration pénitentiaire. Celle-là, elle est formidable. Elle est exceptionnelle. Donc, le rapporteur se félicite qu'un partenariat entre l'administration pénitentiaire et l'Institut du monde arabe ayant pour but de favoriser l'accès des personnes détenues à la culture et à la civilisation du monde arabe. C'est-à-dire que pour intégrer ces gens à la société française, on va leur faire découvrir la civilisation arabe. Voilà, non mais c'est quand même extraordinaire. Comment ne pas croire à un rêve ou à un cauchemar éveillé devant cette inversion totale de l'assimilation? Eh bien voilà, ce sont les préconisations des sénateurs, avec pourtant au départ un bilan sans appel. Pendant ce temps, l'islamisme continue d'avancer à visage découvert, sauf quand il s'agit des femmes, bien entendu, ici et dans le monde. Pourtant, il y a une loi qui date de 2010 sur l'interdiction du port du voile intégral. Vous vous souvenez sans doute, c'était à l'occasion justement des élections régionales. Hein, l'UMP communiquait à fond sur ce sujet parce que nous étions contre cette loi pour deux raisons. Une, elle n'était pas nécessaire. Il y a déjà des règlements de police qui interdisent de sortir sur la voie publique visage masqué, sauf en Corse. Sauf en Corse, nos amis corses, que je salue. Et parce que nous savions très bien qu'ils ne l'appliqueraient pas, cette loi. Il s'agissait simplement de communiquer. La preuve en est, moi je peux l'observer tous les jours dans les 13e et 14e arrondissements, et j'ai observé devant la préfecture une femme, enfin j'imagine que c'était une femme, entièrement voilée, côté consulat des États-Unis. Elle a traversé avec sa poussette pour aller sur le trottoir de la préfecture. Bon, je ne vais pas rester là 2 heures à attendre, mais il y avait des policiers un petit peu partout. Personne ne l'a interpellé. Ne croyez pas que les policiers n'en avaient pas envie, mais les ordres sont les ordres. Devant la préfecture. Bon, donc on voit bien qu'il y a là une avancée significative. Dans notre pays, ce sont 100 mosquées salafistes qu'il faut fermer d'urgence. D'urgence.
et au moins autant de prêcheurs de haine qu'il faut expulser sans ménagement. Au premier rang des financeurs de l'islamisme, il y a l'Arabie Saoudite qui s'apprête à tuer à coups de fouet, un Anglais de 75 ans pour avoir eu des bouteilles de vin dans son coffre. Quoi, faut mieux les boire. Au moins. Mais bon, je plaisante, mais pour ce pauvre Britannique, eh bien, pour avoir eu des bouteilles de vin dans son coffre, il risque sa vie. Nous n'avons pas entendu M. Bernard-Henri Lévy, tous ces donneurs de leçons, Sarkozy et compagnie, en appeler à l'intervention de la communauté internationale. Au Liban, le très officiel Conseil des oulémas musulmans, ces paisibles docteurs d'une religion d'amour et de paix, vient de manifester dans la rue contre l'intervention russe en Syrie, en menaçant explicitement de s'en prendre aux chrétiens libanais en représailles. Manifester donc contre l'intervention russe en Syrie. Contre les terroristes tchétchènes, le président russe a adopté une méthode où c'est tracé une ligne, une volonté qu'il a exprimée en disant « Nous irons les chercher jusque dans les chiottes ». Est-ce que vous entendez encore parler de terrorisme tchétchène? Il les a trouvés dans les chiottes et il a appuyé sur la chasse. La meilleure méthode, c'est la méthode Vladimir. Elle a fait ses preuves. Elle est déjà en train de faire ses preuves en Syrie, en bombardant ces terroristes, ces fanatiques, contre lesquels il ne faut prendre aucun gant. Et l'on peut compter sur Vladimir pour ça. Et il a personnellement, et j'en suis sûr aussi le vôtre, tout mon soutien. Voilà le vrai monde où nous vivons, et voilà les conflits que nous importons chez nous à force d'une politique d'immigration délirante coupée des réalités. Alors mes chers amis, dans ce monde où le chaos s'invite jusque dans nos villages, pas encore celui-là, mais ça ne va pas tarder, je ne vous le souhaite pas, mais c'est là, hein, on le voit, nous n'avons pas le choix. Il nous faut désormais gagner. On ne peut plus se contenter d'un groupe important au conseil régional qui porterait la voix. Il faut gagner cette élection pour la simple et bonne raison déjà que l'on peut la gagner. On peut la gagner. La Provence est terre de résistance, nous ne pouvons pas la laisser plus longtemps à ces fossoyeurs de la nation et de nos traditions. Pour résister efficacement, nous devons nous organiser et nous mobiliser. Cela commence, et pour boucler la boucle, José le disait tout à l'heure, sans les militants, nous ne serions rien. Eh bien, ces militants qui tractent, qui boitent, qui visitent les marchés, qui font du porte-à-porte, qui collent des affiches, eh bien, il faut recommencer et recommencer et recommencer, n'est-ce pas, Dany? Comme à 7 h du matin l'autre jour, sur l'avenue de la Rose, et beaucoup étaient contents de nous voir. Eh bien, il faut recommencer à nous organiser, à garder les bureaux de vote. Je vous rappelle que cela s'appelle surveiller les bureaux de vote, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'ils vont encore nous la faire à l'envers. Ils sont capables de tout, surtout lorsque leur gagne-pain va leur échapper. Les techniques de fraude sont multiples et ils ne manqueront pas de les mettre en œuvre. La région, c'est un formidable outil, ou cela devrait être un formidable outil au service de nos compatriotes, et notamment les plus faibles. Eh bien, cet outil, M. Vauzel, celui qui, il y a quelques mois, clamait qu'il était fier d'être le président d'une grande région musulmane, j'en ai cauchemardé, Vauzel l'a fait, Vauzel l'a dit. Eh bien, cet outil, il s'en est servi, Andrieux s'en est servi, Samia Ghali s'en est servi, comme une sorte de pactole pour adopter une attitude qui consiste à faire plaisir d'abord à ses amis pour essayer d'être réélu. Alors nous allons agir tout à fait autrement, nous allons nous servir de cette région comme un outil au service de nos agriculteurs, au service de l'industrie, au service des entreprises. Marion va sans doute vous en parler, nous les avons rencontrés il y a quelques jours et elle a été accueillie très chaleureusement par les entrepreneurs. Nous allons nous servir de cet outil pour nos compatriotes d'abord. Pour nos compatriotes d'abord, c'est le slogan du Front National depuis 40 ans.
Et nous veillerons à ce qu'il le reste encore 40 ans de plus. En décembre, donc 6 et 13 décembre, vous n'irez pas à la plage. À moins que vous alliez sous d'autres, sous les cocotiers. Mais ici, 6 et 13 décembre, il fait quand même rarement assez chaud pour pouvoir vous baigner. Allô, les bureaux de vote ferment à 18 h. Faites l'effort de garder les bureaux de vote. La fédération est même tout à fait disposée, elle a mis en place des séances de formation pour garder les bureaux de vote. Cette élection est gagnable, et j'en terminerai là. Je vais vous libérer, je vous l'avais dit que ça durerait au moins 1 heure. Je vous l'avais dit. Eh bien, 1h30 ? J'ai fait 2 heures à salon. J'ai fait 2h30 à ma conférence sur le Sénat. Oui, je réduis. Vous avez peut-être lu comme moi la semaine dernière sur la Provence qu'il y a une note des renseignements généraux, qui n'en appellent plus renseignements généraux parce qu'ils auraient été dissous, mais il y a quand même encore un service qui a de grandes oreilles et qui écoute un petit peu ce qui se dit dans les bistrots, dans les boulangeries, dans les associations. Et une note est arrivée sur le bureau de M. Cazeneuve, il a dû encore en faire un malaise. Alors la Provence nous dit, la droite est en tête sur la région. La droite, la pseudo-droite. Mais, curieusement, il y a un département sur lequel les grandes oreilles se sont penchées de façon plus attentive, c'est le département des Bouches-du-Rhône. Notre département. Et dans ce département, mesdames et messieurs, sachez-le si vous n'avez pas lu cette note, au premier et au deuxième tour, la liste qui est donnée en tête, c'est celle du Front National. Et largement, puisque la liste que j'ai l'honneur de conduire, je remercie Marion pour sa confiance et son soutien, cette liste est donnée au deuxième tour à 35%. La gauche, qui n'a pas dit son dernier mot, qui n'a pas dit son dernier mot, serait à 34%, et la liste du petit muselier, de ce grand patriote qui a préféré investir l'île Maurice et à prendre la nationalité mauricienne pour faire son business, et qui pendant des années nous avait pourtant dit qu'il fallait investir à Marseille. Bon, ben lui, plutôt que d'investir sur l'île du Frioul, il a préféré investir à l'île Maurice. Et aujourd'hui, il voudrait nous faire croire qu'il a de nouvelles idées, qu'il va redresser la région. Bref, en tout cas, lui, sa liste est créditée de 30%. Alors, ce n'est qu'une note, qu'un sondage, mais c'est quand même une tendance. Le Front est à 35 dans ce département, l'UMP fait LR à 30, un département qui représente 50% des électeurs de la région. Et ça voudrait dire que dans les autres départements, le Front National s'écroule pour que l'UMP nous passe devant au final. Et pourtant, alors bon, ça me fait mal à la horte de le dire, mais tant pis, je vais le dire. Ça m'ennuie, mais bon, parce que le secrétaire départemental du Var est là, M. Boccaletti. Je vous demande d'applaudir pour son travail dans cette campagne, dans son département. Et bien, dans le Var, il faut bien reconnaître qu'ils font toujours mieux que dans les Bouches-du-Rhône. Nos résultats sont toujours plus importants. Bon, pas tant, beaucoup plus. Mais on va bientôt les dépasser. Ça voudrait dire qu'ils s'écroulent. Dans le Vaucluse, nous avons quand même une candidate qui est plutôt assez connue. Une blonde, c'est pas là. En plus, il paraît qu'elle est intelligente. Oui, parce qu'il y a un racisme anti-blonde en français. On a le droit de faire des blagues sur les blondes, mais on n'a pas le droit de faire des blagues sur certains autres. Bon. Donc il m'étonnerait qu'elle s'effondre dans ce département. Restent les départements alpins, enfin les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence. Alors les Hautes-Alpes, il y a moins d'habitants dans les Hautes-Alpes qu'il n'y en a dans le 13e et 14e arrondissement. À moins qu'on fasse voter les marmottes, les chèvres, les vaches. Mais je ne pense pas que ça représente vraiment un apport électoral déterminant. Restent les Alpes-Maritimes, où ça sera sans doute plus disputé, puisque M. Estrosi, avec sa carte bleue du financement public, arrose ici et là, mais je fais quand même confiance aux électeurs pour se détacher de ce système clientéliste. Alors, comment peut-on faire 35% et être en tête dans les Bouches-du-Rhône et arriver, paraît-il, derrière LR au niveau régional? Moi, personnellement, je n'y crois pas. Je crois vraiment, et pas comme on croit en religion, je crois de façon très factuelle, très concrète à la victoire. Encore faut-il ne pas se la laisser voler par celles et ceux qui sont professionnels des méthodes
qui consiste à bâillonner le peuple, y compris lorsqu'il s'exprime démocratiquement. Notre victoire, les bonnes nouvelles, je conclus. Notre victoire en 2017 au niveau national passe donc par la conquête de plusieurs régions. Nous pouvons faire confiance en Marine pour remporter la victoire dans le Nord-Pas-de-Calais qui t'envie. Passe donc par la conquête de plusieurs régions dès demain et à commencer par la région Provence-Côte d'Azur. C'est pourquoi je vous demande enfin d'accueillir comme il se doit notre future présidente de région, une vraie Gauloise, racine bretonne, une vraie Gauloise par excellence. On ne peut pas l'appeler Astérix, ce sera plutôt Falbala, notre Falbala à nous. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Madame Marion Maréchal Le Pen.